Bienvenue dans le balado de Caravanier. À chaque épisode, une conversation, une invitation à voyager et à agir. Bonne écoute. Moi, c'est Jean-Philippe Leblanc. Ça fait 17 ans, je pense, 17 ou 18 là, que je guide pour Caravanier, au fait. Wow, OK, c'est vintage. Ouais, regarde. Ben ouais, c'est clair. Ben moi aussi, mais ça fait moins longtemps. Donc, François-Xavier Blot, je m'occupe de la logistique des voyages, disons-le. Je guide aussi un peu partout. Ouais, Et puis, ça fait 4 ans que je suis chez Caravanier, mais presque 20 ans dans l'industrie du Dans voyage. 16 ans. Presque 20 ans dans 16 ans. Dans 16 ans. Mais ça fait longtemps que tu es dans le domaine du tourisme d'aventure. Ouais, depuis 2004, mais j'ai butiné, prendre des termes, j'ai butiné de gauche à droite. Écoute, je vais pas renchérir sur cette porte grande ouverte, là. Mais oui, c'est ça. Donc, tu as eu l'opportunité de travailler avec d'autres entreprises. On parlait du Groenland. Yes, sir. Donc, je sais que toi, ça fait longtemps là, que tu guides là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire en 2023. On l'a fait ensemble, d'ailleurs. Ouais, méchante expérience. Ouais, c'était cool. C'était vraiment hot. Fait que, je sais pas, j'aimerais ça un peu, qu'on se parle, ça a été quoi les ambiances, le feeling qu'on arrive au Groenland? Ben moi, Tu sais, le gros feeling que j'ai eu, là, en fond, c'est débarquer de l'avion, c'est déplacer de l'avion à la gare, là, finalement, tu sais, t'as comme un petit 30 secondes où t'es déjà un peu dehors, puis là, c'est un peu le froid qui est apparent. Mais ce qui m'a marqué, c'est plus en sortant de l'aéroport, puis en marchant jusqu'au village, le Kouloussouk, il y a comme une distance de comme, je sais pas, 3 km quand même, je ouais, c'est comme une grosse demi-heure de marche, tu sais, à faire. Fait que moi, c'est vraiment là que j'ai fait comme, oh, OK, ouais. Là, je suis ailleurs, là, je suis vraiment sur une autre planète, les grosses montagnes. Tu sais, Kouloussouk, une petite île, mais il y a des grosses montagnes qu'on voit au loin, on voit des glaciers, la mer, puis déjà, tu débarques, puis tu vois comme des morceaux de banquise qui restent. Dépendant des années, tu vois des icebergs. Puis les petites cabanes de couleur perchées sur un cap de roche. C'est quand même esthétiquement, c'est tellement dans l'ambiance visuelle que tu peux imaginer, là, une relation nordique. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le fond, cette marche-là pour aller jusqu'à Kouloussouk, là, Kouloussouk, on le voit pas dès le début, c'est vraiment... Au début, c'est comme moi. Ah, tu sais, comme, je fais quoi ici, là? Il y a rien ici. Puis là, comme vraiment, juste avant d'arriver, là, là, tu montes une petite colline, puis là, tu fais comme... Le village explose, les petites cabanes pleines de couleurs, puis tout ça, puis là, tu fais comme... OK, puis t'es à la bonne place. Je suis à la bonne place, puis je suis comme un peu dans cet univers fantasmé qu'on peut avoir du Nord. Pour moi, c'est ça que ça me fait. Mais avant ça, moi, un autre choc, on va dire, nordique que j'ai pu avoir, c'est juste la livraison des bagages. Tu vois, l'espèce de tracteur. Tu as le tracteur avec les trailers. Puis il déplace les bagages là-dessus, puis le tracteur, il avance vers le monde. Là, tout le monde s'arrache un peu son sac. Puis là, t'as des Inuits, là, notre gang qui nous attendent. Ben, en fait, je pense que c'est Jorge là, qui nous attend avec... Ben, c'est son fils, là, maintenant, Justus, là. Qui nous attend avec son trailer puis son 4 roues. Ouais, mais des fois, c'est des guides. Des fois, on a le privilège aussi de voir ce transport-là aussi. Là, c'est pas parce que, tu sais, notre estime personnelle, hey, on en prend une claque, là. Vraiment, c'est comme, on se sent vraiment utile, puis comme alpha, là, je te dirais, même là-dedans. Non, mais, tu sais, c'est vraiment, ils sont là, dans le fond, soit qu'ils nous attendent, soit que c'est un des guides qui est venu comme en 4 roues pour chercher les bagages. Tu sais, c'est là que tu découvres le Nord, un peu les bagages arrivent, c'est un peu pêle-mêle. Tu vois, tu les prends, tout ça. Puis en même temps, c'est la liberté un peu qu'on a. Ben ouais, vraiment. Complètement. Ouais, totalement. Puis Kouloussouk, comment qu'on est installé? Ben on a une maison, en fait. Ouais. Où on reste. Donc, tu sais, la maison, c'est juste nous autres qui habitons à l'intérieur. Il y a comme un petit dortoir pour faire les affaires. Il y a une cuisine qui est là. Fait que, tu sais, on cuisine au gaz. C'est vraiment super confortable. Ça reste, c'est un hébergement rustique. Ils n'ont pas peur des mots. Là. On n'est pas dans du... non. Au Hilton de la place. Là, d'ailleurs, il n'y a pas de... Mais tu sais, je veux dire, on est dans quelque chose de... Tu sais, ça fait plus ambiance, presque un refuge quasiment de montagne qu'autre chose. Ouais, c'est clair. Un espace commun en bas. Ouais. Salle à manger. Ben, table, en fait, pas sur la même place. Petite cuisine en arrière, puis en haut, tout le monde dort collé, là. Ouais. Quand même. Ouais, on dort tout cordé. Puis c'est ça, on découvre la promiscuité nordique, on va dire ça de cette façon-là. Mais en même temps, tu sais, ces moments-là, moi, je trouve ça super précieux parce que déjà, juste le fait, les premières nuits, de dormir en dortoir et tout ça, de dormir en groupe, j'ai toujours trouvé que ça participe à l'esprit de groupe. C'est confrontant d'une certaine manière, je trouve, là.
Mais en même temps, c'est une belle confrontation. Là. On le retrouve dans certains de nos voyages. Tu sais, récemment, on a fait la formation en terre de Baffin. Puis là, il y avait la perspective de tous dormir ensemble dans la grande tente. Yep. Ça, c'est quand même... C'est chouette aussi. Ouais, c'est chouette. Mais... Puis les ronfleurs là-dedans, il y en a des fois. Ouais, ben ça fait partie un peu de la clientèle qu'on veut pas nécessairement avoir. Donc, on s'arrange toujours... évidemment, on va conseiller d'avoir des bouchons au cas où. Puis s'il y a vraiment des problématiques plus importantes, toujours l'option qu'une personne puisse dormir au rez-de-chaussée ou quelque chose comme ça. Avec Simon Nadeau. Là. Avec, oui, tout à fait. Pour pas le nommer, d'ailleurs. Oh, pardon. Salut, Simon. Cool. Une autre affaire, moi, qui m'a marqué dans Coulis-Sucre, il faut dire quand même humblement, j'ai eu l'honneur d'être avec toi comme même j'étais le troisième, là, puis il y avait Philippe Bossé qui était là. On était trois. C'était vraiment cool. Donc, j'ai pas une immense expérience de la destination concrètement, mais une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans la communauté de Coulis-Sucre, c'est que j'ai oublié le nom. Mais le Pellaire Suissoc. Pellaire Suissoc, qui est en fait la coop, l'épicerie, le magasin général du village. Ouais. Et je trouve que quand tu rentres là-dedans, là, vraiment, t'as un coup sur la gueule de la nordicité, l'accès aux produits, à la diversité des aliments, à la fraîcheur des aliments. Ouais. C'est quand même assez restreint. Tout dépend de l'approvisionnement qui vient des bateaux. Puis aussi, tu vois aussi que tout le monde tourne autour de là. Il y a la poste. Tout le monde passe ça. Tout le monde du village passe ça. Puis c'est un peu, dans le temps, on avait des magasins généraux. Oui, c'est sûr. On a même plein ça. C'est là que tu vas aller acheter tes hameçons pour aller pêcher le Arctic Char. C'est là que tu vas aller chercher ton manteau hiver. C'est là que tu vas aller chercher ton lait, tes œufs, puis quelques poivrons. Ouais, c'est ça. 1 ou 2 poivrons à peu près, là. Ou une orange ou une pomme, je veux dire, une petite affaire comme ça, mais voilà. Ouais. Puis quand il y a des excès de stock, on va dire, ou que c'est bien alimenté, on peut se permettre quand même de compléter un petit peu nos menus. Ouais, tout à fait. Avec les spécialités qu'on trouve quand même assez hybridées au niveau culinaire, parce qu'on retrouve les fameuses meatballs scandinaves. Ouais. Un peu à la genre... Fricadelaire, etc. Là, ouais. Exact. On voit un peu de l'influence danoise sur ce territoire-là. Ouais. Puis on peut évidemment compléter nos menus qu'on prépare d'ici, finalement. Ouais. Fait que, on part avec une bonne partie de la nourriture du Québec de toute façon, parce que justement, le Pellaire Suissoc, qu'on appelle entre guides le pergélisol, finalement, c'est très thématique. À Jean-Philippe Bosset pour ce nom donné. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir parce que c'est ravitaillé par bateau. Puis il y a toujours la période où, quand la banquise est là, en hiver, ben, le bateau ne peut pas venir. Fait que la banquise, elle dégèle comme un peu en été, mais c'est quand elle dégèle vraiment à 100% puis que le bateau peut approcher pour livrer. Fait que c'est vraiment... on ne sait jamais trop ce qu'il va y avoir. Fait qu'il y a des années qu'on retrouve vraiment une bonne diversité de choses. Puis d'autres fois, c'est comme... Ouais, OK. C'est pour ça qu'on amène pas mal tout d'ici. Non plus, on voudrait pas piger dans toutes les réserves du village. Non, parce qu'on amène quand même un certain volume de personnes. Fait qu'on essaye d'avoir quand même le plus possible de diversité alimentaire, sachant quand même que nos voyages, il faut quand même transporter le tout. Soit en kayak ou même à pied. Il ne faut pas trop miser sur des gros volumes, des gros... Ben, de toute façon, en expédition comme ça, Groenland, on passe pas à côté de la nourriture lyophilisée, séchée, tout ça. Juste principe de poids qu'on a à traîner puis de volume aussi. Qu'est-ce qu'on mange pendant les expés, à part du lio, mettons? C'est quand même assez varié. Tu sais, des déjeuners, on essaie toujours d'avoir quand même... on a accès à du pain là-bas quand même un peu, là, fait qu'on essaie d'avoir rôti, etc., mais d'avoir un petit peu plus de diversité, avoir accès à des œufs. Ouais. Fait que, tu sais, pour le matin, il y a tout le temps comme l'option toast puis l'option quelque chose d'autre aussi là, qu'on peut avoir. Ouais. Puis évidemment, café, c'est la vie, là, je veux dire, café, thé, tout ça, on m'en parle pas, c'est toujours présent, évidemment, tu sais, pour les repas. Un peu de fraîcheur quand même le matin, mais est-ce qu'on avait des pommes longtemps? Des pommes, les oranges, des choses qui conservent longtemps? Quand il y en a au pergélisol. Quand il y en a. Ouais, c'est sûr qu'on en prend pour en avoir, mais c'est toujours un peu... Le fromage. Fromage. Qu'on amène ici. Ouais, si on amène tout pas mal le fromage, on amène tout le fromage ici, au fait. Oh, ouais. C'est simple d'en même. Quelques viandes séchées. Un peu de viande séchée. En fait, c'est l'art, moi, pour avoir cuisiné avec toi, l'art de le petit ajout. Ouais. C'est qui fait la petite différence. C'est ça. Fait que ça, c'est des petits secrets de guide qu'on va laisser
le plaisir aux gens de découvrir s'ils voyagent avec nous. Ce que j'aime bien, c'est des dîners aussi. Là, on va souvent cuisiner des salades de repas là, pour le dîner. Fait que ça aussi, ça amène une belle diversité. C'est jamais trop la même affaire qu'on mange le dîner. On prend le temps de manger le dîner. C'est pas juste des vivres de course qu'on mange sous le vent et tout ça. Là. Fait que ça, c'est cool. Puis, pour le souper, c'est simple en gros. T'as toujours une entrée, t'as toujours une soupe, t'as toujours un repas principal, puis t'as toujours un dessert à la fin. Il me semble qu'il y avait un dessert qui était redondant, mais le fun... Ouais, c'était la ganache. La ganache. Ouais, c'était... Ce voyage-là, on a fait beaucoup de ganache, au fait. La ganache, c'est un bon chocolat fondu avec un liquide souvent du lait. Ouais. OK? Puis là, après ça, on a des fruits en canne, on a des fruits frais. Ouais, tout à fait. Puis des fois, on a peut-être l'impression qu'il y a une redondance, puis les gens, ça les ennuie, mais non, il en va demander à chaque jour. En fait, c'est le dessert préféré que j'ai fait au Groenland, c'est ça. C'est des fruits, poires, des panaches, là. Avec une ganache allongée au sirop de fruits. Ah oui, en plus. C'est beau, ça. Puis là, on servait ça dans un bol recouvert un peu, là, une cabosse de ganache par-dessus le dessert. Fait que c'est ça prend pas grand-chose, sinon on peut apprécier les petites choses de la vie. Puis le midi aussi, une autre chose que j'avais trouvé sympathique, puis je pense que tout le monde le fait, là, mais c'est les petits canapés. En fait, avec Jean-Philippe Bossé, pour préciser à nos guides, il avait amené plein de petites choses, un petit pot fin qu'on achète ici au marché Atwater, ses olives, tout ça. Oui, c'est ça. Ils sont malades mentales. Puis d'autres, des compotes de fruits ou de légumes qu'on rajoute sur des petits canapés. Tu sais, de l'assemblage des poissons fumés. Ouais. On peut retrouver aussi. Ouais, bon dans le pot là-bas aussi. Fait que, tu sais, on a des bons contacts avec notre team là-bas. Justement, le team là-bas. Ouais. OK. Donc, toi, tu connais plus. Ouais. En fait, tu me sais savoir comment ça a commencé ce lien-là. Ouais. Peut-être avec... écoute, à la base, on voyage au Groenland depuis 2000-2001, là, quelque chose comme ça. Là. Je sais pas comment les contacts se sont faits au début, tu sais. Dans le fond, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on travaille avec une famille, en fait. Fait qu'il y a Guillaume, le père, là, Guillaume, Georges, là, tu vois Georges, mais tout le monde l'appelle Guillaume, qui est rendu maintenant un peu plus vénérable. Donc, c'est plus Justus, un de ses fils, qui est notre contact. C'est avec lui qu'on va faire la logistique de transport de bagages sur des campements, dépendant du circuit qu'on fait, là, ou qui va venir nous chercher un point de sortie ou venir nous porter un point d'entrée. Donc, c'est lui qui va s'en occuper. Ouais. Puis, tu sais, c'est des petits bateaux, là, on va rentrer comme 3-4 voyageurs dessus avec les bagages dessus. C'est communautaire, tu sais, toute cette gang-là. C'est des gens qui sont habitués d'être ensemble toute leur vie. Fait que quand il y a plus de voyageurs, ben, c'est le frère Mougou qui va venir nous donner un coup de main ou le cousin qui va... Le cousin qui travaille aussi à l'aéroport. Ouais, ça, c'est le frère. Ah, pardon. Ouais, il travaille aussi à l'aéroport. OK. Fait que sinon, c'est le cousin, puis Fait que là, on se ramasse finalement avec la famille Tutuak, au fait, leur nom de famille. Ouais. Toute la famille pour notre logistique. Puis, tu sais, petite anecdote super drôle. Moi, je dis tout le temps à mes voyageurs, faut pas s'étonner. T'sais, à Kulusuk, c'est vraiment reconnu pour la chasse. T'as des villages qui sont plus reconnus pour la pêche et tout ça. Puis sérieux, c'est tellement rien, là. Parce que quand ils viennent nous porter à un endroit et tout ça, eux autres sont encore des chasseurs. Sont toujours des chasseurs. Ouais. Fait que c'est toujours fascinant quand... une fois, j'étais comme en dessous du bateau, là, mettons, puis Justus qui me dit « Hey, give me my rifle! » Là, il coupe les gaz, là, je pogne son arme, j'y donne ça, il s'accote sur le dessus du bateau, puis là, il chasse un fois. Au fait, il récolte un fois. Moi, ça me fait rire parce que, au fait, je trouve ça amusant, parce que c'est juste un retour de comme, la vraie vie, c'est ça, tu sais, Justus a besoin de cette viande-là pour nourrir ses chiens, parce que l'hiver, il fait beaucoup de traîneaux à chiens. Ouais. Donc, il a besoin de ça aussi pour vivre. Fait que j'aime ça, ce rappel-là. Ce rappel-là, c'est un contraste aussi fort, parce que c'est sûr que nous, en tout cas, du moins pour la plupart des gens ici au Québec, on est un peu déconnecté de l'approvisionnement en nourriture. On achète ça dans un paquet à l'épicerie, mais de savoir que finalement, en bout de ligne, c'est la prise à la source, puis peut-être en termes de traitement des animaux, oui, on tue un animal, mais il est complètement honoré.
au lieu que ça soit un élevage incroyable puis complètement artificiel. Ben, c'est ça. Puis au lieu de faire venir sa nourriture du Danemark pour nourrir ses chiens, ben, Aussi, fait que, tu sais, comme tu parles d'empreinte. des ressources locales. Là. Mais je me souviens de cette scène-là, pareil, c'est sûr que c'est ça, l'homme avec un grand H moderne est un peu choqué Ben oui, c'est clair. de ça, que t'es pas un chasseur, une chasseuse, là. Je me souviens de la réaction de la dame, mais bon. Mais ça, on avait bien été. Ah non, je pense que peut-être qu'on... Non, mais il y avait eu du contrôle de soi. Oui, mais il y avait eu une grosse émotion. Ouais. Parce qu'on parle de petits phoques qui sont mignons quand même, les phoques berry. Mais tu sais, pour moi, ça représente bien le choc culturel un peu qu'on va avoir au gouvernement. Tu sais, pour moi, c'est comme l'image un peu la plus extrême de comme, OK, ces gens-là qui habitent ce territoire-là, ben, ils vivent d'une façon qui nous ressemble beaucoup dans la majorité de leur vie quotidienne, là, mais il y a quand même à des moments, tu es comme, OK, je suis ailleurs, puis je rencontre une autre peuple. Puis la quête de vérité, pas aller vers authenticité, mais la quête de vérité qu'on essaie quand même de faire vivre dans le voyage, globalement. Tu sais. Ouais. Là, on est dans le vrai monde, c'est pas stagé. Il n'y a pas encore peu en fait d'influence touristique sur les mœurs locaux. Donc, on est en immersion. Totalement. Sur la route, tu sais. Puis pour faire juste le pendant, là, on a pris l'exemple extrême, là, il y a 99% des chances que ce qui va se passer sur le bateau, c'est que tu vas voir des soupes de baleines. Tu vas voir d'autres baleines à la bosse qui vont être là, des baleines qui font breacher. Puis là, on va prendre le temps quand même d'observer aussi ces immenses mammifères-là. Fait que ça, c'est plus ça qui est C'est plus ça qui donne. Non, t'as bien raison. T'as bien raison. Mais aussi, une autre affaire qui avait été cool qu'on avait faite au retour, puis on est toujours à l'affût de ça, je pense, sur nos groupes, c'est essayer de profiter de la ressource locale, mais oui, pour nos repas. Ouais. Moi, j'avais été marqué dans mes expériences sur Baffin de l'omble arctique. Ouais. Donc, je savais qu'au Groenland, il y en avait, puis de pouvoir trouver ça, puis pouvoir l'apprêter, filtrer, tout le kit. Hein. Exactement. Si on peut faire vivre cette expérience-là, fait que les bateaux, à un moment donné, ils croisent d'autres bateaux de pêcheurs qui connaissent, puis ils disent « Hey, là, je pense qu'il y a un catch of the day. » Exactement. Puis là, on en achète directement ça. aux pêcheurs. Tu sais, ça vient genre d'être Puis c'est sur l'eau, là. C'est vraiment, le pêcheur est encore en train de pêcher. Ouais. Soit qu'on est là, toute la gang, on s'en allait quelque part, ou soit que c'est Justus qui venait nous porter quelque chose sur un campement. Il a croisé quelqu'un, puis il nous ramène après ça du Arctic Char. Tu sais, qu'on peut s'insérer là-dedans, dans cette petite économie très, très, très locale, puis qu'on n'a pas trop d'impact sur les ressources, là, c'est vraiment cool comme upgrade. Là. Oui, tout à fait. Fait que soit qu'on cuisine à la maison un peu plus sucre parce qu'on est ici de retour, on pourrait même aussi l'amener d'un camp, Tout à fait. puis le jazzer de plein de manières. Ouais. Mais c'est l'ombre arctique. L'ombre arctique, c'est plus rare, mais des fois, on a accès à du fileton aussi. Là. Colin. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais ça m'est arrivé là, d'avoir accès à ça. Genre... C'était pas les si géants là, hein, que ça, mais quand même, tu sais, c'est spécial aussi, ça, à fileter. C'est pas dans le même sens que les autres, totalement, mais c'était pas tant là. Il y a un petit quelque chose. Ouais. Et on va avoir une formation au filetage. Ou déjà, juste partir avec un bon rapala, là, tu sais, avec... Déjà d'être bien équipé, c'est... Ouais. Mais bon, on aspire aussi à tous se former et s'élever, donc ça, c'est bien important. On parlait de notre équipe locale, Justus et la famille là, qui collabore pour le transport, etc. Mais comment ça marche, grosso modo, dans nos offres? Parce qu'on a 3 voyages qui ont toutes des logistiques un peu distinctes. Oui, totalement, oui. Fait qu'il y a le voyage 100% kayak qu'on a, solitude glacée. Et moi, ce voyage-là, j'ai eu la chance de le guider une fois. C'est kayak de mer, fait que l'ambiance, c'est marin. Les gros hits là, de ce circuit-là, c'est vraiment la proximité des icebergs. Fait que pouvoir les approcher de manière sécuritaire, évidemment, mais pouvoir, je dirais, entrer en contact un petit peu plus près avec les icebergs. La faune marine aussi. Fait que... baleines comme tu parlais tantôt, là. Ouais. Oh oui, même les sauts, les baleines qui abossent, qui sautent. Ouais, exactement. C'est fou, là. Ouais, c'est plus rare, mais moi, j'ai eu ça une fois, je pense que c'est à peu près la même qu'on avait. Quelque chose. Non, en fait, c'est que toi, t'étais du bon bord de l'iceberg. Moi, je l'ai pas eu, j'ai juste entendu une splash. Hey, c'est là au bon moment. Exactement. Fait que, tu sais, il y a quand même une bonne diversité de mammifères marins qu'on peut voir là-bas. Ouais. Fait que ça, c'est très, très chouette. Puis il y a des endroits vraiment... j'en vois presque tout le temps là, quand je vois ces endroits-là. Fait que ça, c'est très, très cool. Après ça, ce qui est le fun du voyage sur les trucs glacés, c'est que c'est vraiment le voyage qu'on a le plus en autonomie. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est vraiment le voyage, je dirais, pour un guide qui se construit le plus
où la page est un petit peu plus blanche. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur de faire un solitude glacé 2 fois la même affaire. Parce que les campements vont changer, parce que les vents vont être différents. Fait que tu vas choisir d'autres options de camp et tout ça. Mais on est vraiment plus dans une approche progression confortable. On n'est pas dans de l'expédition. Tu sais, solitude glacée, je pense que déjà, tu sais, l'aspect solitude, tu sais, l'aspect contemplation, quand même, fait quand même beaucoup partie de ce voyage-là. C'est un rythme quand même un peu plus lent comme circuit. Ouais. Puis le nom est super bien choisi quand même. Ouais, vraiment. Dans un voyage comme ça, il y a peu d'intervention finalement de notre team. Ouais. Parce qu'on est autonome. On les voit à la fin. Tu sais, on part de Koulousouk en kayak, et puis ils viennent nous chercher à Karali, le point final. Donc, ils viennent nous chercher pour revenir à Koulousouk. Donc, c'est pour ça que c'est le voyage vraiment plus mode expédition, autonomie un peu plus. Puis, nos kayaks, je fais une mini parenthèse, ces kayaks, on pourra approfondir plus tard, mais les kayaks permettent quand même une expédition un petit peu plus lourde par rapport à des kayaks plutôt normales, parce qu'on parle de notre tirette, ils sont plus larges, ils peuvent contenir plus. Ouais, c'est des kayaks qui sont avant tout très stables. Ça, c'est vraiment plaisant de naviguer avec ça sur l'eau, évidemment. Il y a une bonne capacité de chargement. C'est vraiment ce qu'on cherche beaucoup dans ces expéditions-là. Puis après ça, c'est malgré le fait que c'est des kayaks qui sont démontables, qui sont pliables, les modèles qu'on a choisis permettent quand même un certain plaisir de pagayer, au fait, sur l'eau. De navigation. Oui, de navigation. Ils disent qu'on veut, c'est un bateau qui est robuste, qui navigue bien, qui a un minimum quand même de plaisir à naviguer, avec une bonne capacité de chargement. Quand on part à l'âge, parce que ça arrive des fois, parce que même dans solitude glacée, souvent on fait 2 nuitées au même endroit. Ouais, il m'est arrivé. Ouais, totalement. Donc on fait une journée d'exploration qui est à l'âge, mais on l'a fait une fois, on peut quand même aller jusqu'à surfer des petites vagues. Là. C'est quand même le fun. Là. C'est vrai, on peut le sentir. On peut le sentir, totalement. C'est quand même un beau compromis. Puis il faut se souvenir aussi que le kayak est une manière de se mouvoir dans le territoire. Ouais. Mais c'est pas... On n'est pas dans la performance du sport, on n'est pas dans l'essence profonde du sport, c'est juste un moyen. J'adore ton idée. Le kayak, c'est le moyen de se déplacer. Ça. Mais le kayak n'est pas la finalité de ce voyage-là. C'est simplement le moyen qu'on utilise pour découvrir ce territoire-là. Exact. Puis le faire même dans des conditions relativement accessibles. Ouais, vraiment. Parce que ça reste quand même un territoire nordique, une eau qui est quand même froide. Il y a quand même quelques éléments où il faut faire attention. Donc, on a quelque chose qui est quand même assez débutant ou accessible. Oui, c'est vraiment quelque chose d'accessible, puis même au niveau de la progression aussi. On ne cherche pas à avoir un voyage de haute performance. Ce qu'on veut, c'est découvrir le Groenland en pagayant. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine de nous poser la question combien de kilomètres on fait. Et ça, c'est la première question généralement que les gens nous posent. Puis c'est beaucoup plus en termes d'heures qu'on va répondre. Quand on a fait 2 heures de kayak le matin, on a arrêté pour casser la croûte, puis qu'on fait 2 heures après, généralement, c'est quand même pas pire. En moyenne, 4 heures, c'est à peu près ça de temps qu'on fait. Puis si cette journée-là, Colin, il fait super beau, il y a des baleines qu'on observe, on va aller plus loin parce que le monde est dedans, on le fait, tu sais. C'est vraiment la création du monde. Oui, la clé, finalement, c'est vraiment ça. En gros, c'est comme la journée qui fait beau puis qu'il n'y a pas de vent. C'est sûr qu'on en profite. C'est sûr qu'on va peut-être pousser un petit peu plus pour faire un petit peu plus de distance. Puis les journées qui font moins beau, soit qu'on décide que c'est pas sécuritaire puis qu'on va pas sur l'eau, ou qu'on fait, OK, on va plus longer telle côte, on va être plus à l'abri du vent, on va pouvoir progresser. On cherche pas à affronter tant les éléments. On conclut notre voyage avec les éléments. C'est quand même épicurien à la base. Oui. On va avoir du confort. Ouais. Puis est-ce qu'on fait un peu de rando quand même? Est-ce qu'il y a des journées, des fois, où on va hybrider ça parce qu'il y a comme des points de vue le fun à faire? Oui, il y a plein de petites options. Il y a toujours au moins 2 journées où on va beaucoup moins faire de kayak, puis on va essayer d'aller faire une petite randonnée, justement pour avoir la perspective. Là, on est collé sur l'eau. Puis justement, d'avoir l'autre perspective aussi, là, ça t'amène à voir le paysage autrement aussi. Clairement. En plus, dans un environnement qui est quand même vertical. Là. Ouais. C'est quand même incroyable. Là. En fait, si on revient aux émotions ou aux sensations de vécu au début, au premier contact, c'est vraiment ça là, qui m'a surpris. J'étais un peu habitué avec la Norvège, ses fjords et sa verticalité. Et le Lofoten, ça.
Mais là, Caroline, on est quasiment plus là, dans ce territoire-là. Bon, oui, c'est quand même un peu frappant. Tu sais, c'est pas la verticalité de Baffin, mettons. Là, Non. C'est pas mais tabarouette, on est pas si loin que ça quand même à certains moments. Là. Ça culmine à 3000, là, presque, Ouais. en termes d'altitude. Si on parle de l'aspect terrestre, j'ai l'impression que c'est de la haute montagne au niveau de la mer. Ouais. C'est comme En termes de dénivelé, oh, en termes de montagne. feeling, ouais. Le feeling, t'as de la grosse montagne, t'as du glacier, t'as des plaques de Navy qui restent là tout l'été, tout ça. T'as de la verticalité quand même à plusieurs endroits, puis j'ai vraiment le feeling des fois, comme, hey, Mais, tu sais, j'ai des feelings, mettons, dans le Fiat Tassilac, les triplettes qu'on voit les aiguilles de Stonebar, là, tu sais. ouais. Des fois, t'as comme, hey, je suis en Patagonie ici, là. Ah, c'est vrai. Je suis dans le Torres del Paine, quelque chose. C'est des torres. Ouais, les Torres. Fait comme grimpeur de roche, là, si jamais t'as cette base-là, t'es... Ah, ben, c'est clair. Ouais. Mais tu les vois juste de loin. Ouais. Oh, presque. Peut-être un petit circuit qu'on fait. Dans le trek. Mais là, ça m'amène à aller vers l'autre voyage qu'on fait, qui est la version hybridée de ça. Parce que je pense que c'est ça la nature de la création de ce voyage-là, c'est de mixer les perspectives et les activités. Ouais. C'est vraiment hybridé entre kayak et rando. Ouais. Donc ça, c'est son petit nom. C'est Charles de l'Est. Merci. On a un voyage, au fait, qui mixe vraiment un 6 jours de kayak puis un 4 jours de trek. Ce voyage-là, on part de Kouloussouk puis on s'en va jusqu'à Karali. Tu sais, on a le même point final que celui de glacé. On y Sauf plus que- directement. On y va beaucoup plus directement. Fait que le voyage, sans être dans la performance, je dirais pas ça, mais on n'a pas tant le temps de jazzer. Aller voir en kayak là, les 6 premiers jours, aller voir à gauche puis à droite, explorer un petit peu plus. Ceci dit, le sentiment d'exploration est toujours présent la première fois qu'on y va au Groenland. là. Bon, oui. Ouais, fait qu'on s'en va jusqu'à Karali. Donc, ça nous permet de goûter à tout l'aspect marin, la faune marine, les icebergs, les restants de banquiers qui sont là, naviguer là-dedans, c'est super le fun. Ouais. On arrive à Karali, puis on troque au fait notre kayak pour des bottes. On met nos bottes de marche, puis on fait un trek de 4 jours en longeant majoritairement la côte. Des fois, on va traverser une petite balaye, on va finir un petit morceau de glacier à un moment donné qu'on va traverser. Ouais, qui est un col, en fait, qui nous permet d'aller couper vers Ouais. une autre région. Ouais. Euh, Aller chercher comme un autre fjord. Ouais. Donc, ce trek-là, un 4 jours, c'est quand même, c'est à peu près un 6 heures de marche qu'on fait par journée dans du pas de sentier. dans du pas de sentier. C'est à la fois le plaisir et la difficulté. C'est un peu difficile des fois à expliquer aux gens. C'est comme, hey, combien de kilomètres on fait à une heure? On sait pas trop, on marche à peu près 6 heures. Ah, OK, ça se fait bien. Tu sais, la première journée, il y a beaucoup de dénivelé. C'est la journée qui a le plus de dénivelé. Ouais. Mais finalement, ce qui est difficile, c'est toujours marcher sur du terrain irrégulier. Fait que tu peux pas avoir la même vitesse de marche. Ah, ouais, que tu dois être à 1,5 km/h. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis il y a des passages où il faut quand même que le guide réfléchisse bien. Dans notre travail, il y a quand même des bonnes réflexions pour essayer de faciliter ce cheminement-là le plus possible. Mais ça reste que on peut avoir l'impression que c'est facile, mais c'est juste qu'on n'a pas le référent pour pouvoir comparer à quelque chose qu'on pourrait faire ici. Même les gros, ça ressemble pas aux gros. C'est toujours plus agréable que les coups. C'est moins mouillé pour les séries. Mais moi, ce que j'aime dans ce qu'on appelle le backcountry ou la rando dans l'arrière-pays, c'est ce sentiment de liberté. Ouais. Parce que justement, il n'y a pas un sentier qui te dicte où aller. Fait que tu y vas un peu au gré de la logique du terrain, mais en même temps, si tu as des inspirations pour aller un petit peu plus haut, aller chercher un point de vue, Exact. free to go. J'essaie de le faire vivre aux voyageurs. C'est plus la première journée, très. Ouais. Puis la dernière journée, un peu que je trouve que ces 2 journées, Ouais. le jour 2, jour 3, on est sur la côte, on marche un peu. C'est beau, puis tout ça, c'est très cool, mais le sentiment, le feeling de liberté, c'est vraiment le premier jour. Et on est plus dans l'ouverture, le plus du choix d'itinéraire. Tu sais, moi, je vais laisser aussi mes voyageurs. Il y avait des enfants un peu dans un territoire de même. Permettre aussi ce territoire de liberté-là. Fait que je trouve que c'est beaucoup le jour 1, jour 2 que je peux faire vivre ça à mes voyageurs, finalement. Il y a le contraste aussi des perspectives parce qu'on a été 6 jours comme dans une horizontalité à contempler la verticalité. Là, on monte sur les 3 grands glaciers de la baie ou de Karali. Ouais. Là, on va aller chercher des points de vue plus en hauteur. On Exactement. voit l'immensité du territoire. C'est ce qui est cool, je trouve, dans cette version hybride. Ouais. T'as le meilleur des 2 mondes, en quelque part, en faisant ça. Fait que tu touches à tous les points positifs qui sont reliés au kayak.
puis tu changes complètement de perspective. Après ça, tu vois le territoire d'une autre manière aussi. Là, fait que ça t'amène une vision un peu plus complète. Puis moi qui est pas... J'aime le kayak, c'est pas mon sport, mon activité première. Donc des fois, juste à pagayer pendant tout un long voyage, je pourrais être un peu pioché. Mais là, ça vient combler mes deux désirs. Puis je reviens avec cette idée des deux perceptions parce que j'ai quand même aimé avoir cette vision maritime que naturellement, j'aurais peut-être pas fait parce que j'aurais peut-être choisi d'emblée des voyages juste de rando. Mais là, de côtoyer les icebergs, d'être sur l'eau, de voir un peu l'immensité de cet angle-là, j'ai vraiment trippé, n'étant pas nécessairement un grand fan de... Tout à fait. Fait que ça s'adresse vraiment, je trouve, à n'importe qui est juste curieux de toucher aux deux activités. Ouais. Au niveau de l'intensité, il y a un petit quelque chose de plus. Juste parce que justement, le changement de kayak à la rando, tu sais, il y a cette transition-là qui se fait bien, puis tout ça, mais tu sais, si tu ne veux pas, c'est comme si on repartait un nouveau voyage. Tu sais, les gros points, c'est que ça te fait voir les deux belles beautés de la patente et tout ça. Parce que le kayak, il y a quand même le côté vraiment expédition autonome qui est là. Exact. Il n'y a pas de ravitaillement de bateau. Fait pour revenir avec l'idée initiale des gars, qu'est-ce qu'ils font avec nous, le transport, les services qu'ils nous offrent, ben, quand on est en rando, eux autres transportent, viennent chercher les bagages le matin, Ouais. ils vont reporter au camp le soir. Mais quand on est dans la portion kayak, là, c'est tout nous qui gérons ça. Ouais. Le chargement, le déchargement, le transport jusqu'au lieu, etc. Ouais. Donc, c'est ça, je trouve, l'engagement supplémentaire qu'il y a là, tu sais. Ouais, tout à fait. C'est comme si on arrive au trek un peu, puis cette transition-là, mais il y a comme une légèreté qui renaît quelque part. On sait qu'ils vont venir à chaque jour bouger le campement. On va juste partir avec notre petit sac à dos pour faire la randonnée. Et là, donc, le troisième, pleinement kayak, hybride, puis pleinement rando. Ouais. Fait que lui, c'est son petit nom complet, là, le 66 Nord, Torbjörn. La prononciation de la est déficiente, mais bon, en gros, c'est qu'on prend le trajet qu'on fait de Carrelé. Ouais. Jusqu'au Fjord Tasiilaq. Puis après ça, on va plus loin dans le Fjord Tasiilaq. La majorité du circuit, Augustus va venir bouger le campement de place en place. Puis vers la fin du voyage, il y a quelques jours où on va vouloir partir dans la vallée du Fjord Tasiilaq, partir avec des pack-sacs un peu plus gros pour pouvoir aller justement plus en profondeur dans cette vallée-là. Vallée qui est magnifique, incroyable. Une belle vallée en U, une belle vallée glaciaire avec différents glaciers qui se déchargent dans cette vallée-là. Puis on a toujours les aiguilles, les templettes qui sont là, qui donnent un peu ce feeling patagonien là. Puis on est proche, non? Puis là, justement, là, on va vraiment aller plus en profondeur dans cette vallée-là pour explorer. Puis à mon sens, ça a été là que j'ai eu le plus gros feeling de liberté quand j'étais au Groenland. Dans le trek? Ouais. Dans cette vallée-là? Dans cette vallée-là, à la fin de ce circuit-là, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une belle, grosse vallée, douce, extrêmement douce. Qu'est-ce que t'entends par douce? Douce? Douce, il y a de la petite végétation qui est présente, beaucoup de mousse de couleurs qui sont présentes, les fleurs qui sont là. C'est un relief doux. Le fond de la vallée est doux. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est pas la grosse caillasse. Non. Donc des On n'est pas dans de la moraine à buffeter, etc. On est dans... OK, il y a vraiment des feelings super intéressants. Fait que le trek est quand même facile d'une certaine manière. Tu n'as pas besoin de toujours penser que tu mets les pieds. La vallée du Fjord Tasiilaq, je la trouve plus accessible et tout ça, mais on ne se cachera pas. Trek hors sentier, ça reste... il y a des parties où on va être dans de la caillasse un peu qui bouge un petit peu plus. Il va y avoir des zones qui sont plus accessibles. Évidemment, il va y avoir des zones où ça va être un petit peu plus abrupt. On va avoir des petites traversées des fois à faire. Il peut y avoir un petit feeling de... il peut y avoir ce genre de petit feeling de... On a toujours notre glacier aussi. Qu'on traverse. Ouais, puis on a le petit glacier qu'on arrive justement pour traverser jusqu'au Fjord Tasiilaq. C'est un glacier sec, là, il n'y a pas de neige fraîche qui est dessus, fait que c'est vraiment de la glace pure. Glacier qui est réduit, évidemment, d'année en année, là, ça, on le perçoit vraiment, fait que, de plus en plus, c'est un glacier qui
qui devient avec de la roche dessous aussi. On marche évidemment beaucoup sur la glace encore, là, mais ça se perçoit dans le visuel que la transformation est en train de se faire. Ouais, c'est... Puis c'était très clair, en fait, c'est ça. On va établir un camp quand même relativement confortable. Ouais. On va porter un peu, on s'établit là, puis à partir de là, soit on rayonne, ou soit même on fait c'est encore... un satellite encore plus loin. Ouais. Fait que ça, Pour aller dans l'immersion. Oui, puis ça, c'est beaucoup en fonction des voyageurs, C'est ça. gang qu'on a. C'est quoi le niveau d'énergie rendu là? Qu'est-ce que les gens veulent vivre comme expérience? Fait que c'est quelque chose qu'on va adapter en fonction du groupe avec lequel on est. Moi, j'ai jamais fait 2 fois le même circuit. Comme, même pour nous autres, les guides, le Groenland, là, c'est comme, OK, ouais, tu fais tel circuit que tu as déjà fait, puis tu sais très bien que tu le feras pas de la même façon que tu l'as fait, parce qu'il y a plein d'affaires qui vont changer, les conditions et tout ça, puis à chaque voyage, je découvre des nouvelles choses. Exact. Fait que là, il y a un guide qui revient, débrief, hey, va à tel endroit, C'est ça. telle classe, check ça, puis là, on mélange ça à toutes tes habitudes. Exact. Puis tu sais, c'est comme, c'est drôle à dire, mais chaque voyage au Groenland est unique. Je pourrais pas dire ça de d'autres circuits qu'on offre. Là. C'est vrai. Au Groenland, par la nature des expéditions qu'on fait là-bas, il n'y a pas 2 expéditions pareilles. T'sais. C'est ça qui est hot. Est-ce qu'on rencontre beaucoup de monde? En fait, moi, mon feeling de mémoire, à part les bateaux de pêcheurs qui passent une fois de temps en temps, là, le matin, le soir, quasiment pas croisé personne. Là. On peut croiser des gens, tu sais, ça... Non, mais il y avait des randonneurs de... Ouais, tu sais, on peut en croiser, mais tu sais, on n'est pas sur le camp de base de l'Everest, tu sais. Non, mais on parle moins des 10 doigts de... Ouais, ça peut arriver. La place que j'ai vue un petit peu plus à Caralie, des fois, c'est un point un peu plus central, là, tu sais. oui, c'est vrai. Des fois, on peut voir d'autres expéditions qui sont là, mais tu sais, il n'y a jamais 4 expéditions en même temps là-bas. Là. On passe pas beaucoup de gens. Là. Puis le coin du Groenland qu'on va, ben on l'a choisi aussi pour ça, parce qu'il y a moins d'entreprises européennes qui vont dans ces coins-là. Il y en a quelques-unes, tu sais, mais donc ça fait partie un peu de ce qu'on voulait faire vivre à nos voyageurs aussi. Puis ça permet de garder la liberté qu'on veut de création du moment ou de s'adapter au moment parce qu'on n'est pas stressé ou contraint par l'occupation de tel camp par d'autres. C'est ça que si on veut changer, on change. Puis, je dirais, là, à part à Caralie où ça arrivait des fois qu'il peut y avoir une autre expédition qui est là, toutes les autres campements, exact. Il n'y a jamais personne. En plein cœur de l'été. Oui, exactement. Tu sais. C'est quand même malade. Cool. Quelques petits points techniques, mettons, si on parle de climat. Tu sais, c'est une destination nordique, c'est une destination arctique, mais le climat, lui, il est surprenamment pas trop arctique. Bref, tu sais. Tu sais, moi, l'image classique, j'ai amené ma famille en 2023. Ouais. Faire une expédition là, avec ma conjointe, puis mon garçon qui avait 8 ans à l'époque, ma fille qui avait 6 ans à l'époque. Quand même. Puis, pour dire à quel point ça peut être confortable, là, le Groenland, mon garçon faisait de la randonnée en bédaine. Fait que ça peut aller jusque là. Quand moins 20 degrés, là. Je sais pas si à quel point il est. Non, mais tu sais, il y a le chest. Pour être de moi. Oui, c'est ça. C'est un autre ça dans le fond. Mais, tu sais, c'est confortable. Okay? Quand il fait beau, c'est vraiment confortable, mais ça reste un territoire polaire. Okay? Fait que oui, je dirais que j'ai plus eu de très belles températures où ça gèle pas la nuit. Tu sais, je pense que ça a gelé une fois la nuit dans tous les circuits que j'ai faits jusqu'à maintenant. Tu sais, fait que ça donne quand même un très extrême, là, ça gèle la nuit. Là. Ouais. Fait que si ça gèle la nuit, c'est particulier. Fait que ça m'est arrivé une fois. C'est un peu une image que, tu sais, ça dit que c'est quelque chose d'accessible. Là. Mais ça reste, c'est ça, ça reste, on peut plutôt dire que c'est maritime. Donc, dans les climats maritimes, tout peut arriver, tu sais, brouillard, humidité, vent. Ouais. T'sais. Fait que, tu sais, il reste qu'il y a de l'imprévisibilité au niveau de la météo. Fait que, est-ce qu'il peut y avoir des journées complètes de pluie? Ben, totalement. Est-ce qu'il peut y avoir 3-4 jours où c'est plus brumeux? Ben oui, puis je pense qu'on l'a vécu d'ailleurs dans notre expédition. Mais c'est drôle, hein, parce que, tu sais, la photo que tu as prise là, du glacier, quand, tu sais, cette image-là, je pense que je l'ai vue sur le Facebook de Caravane ou quelque chose comme ça, ou même sur la page du circuit, là. Tu sais, cette espèce de gros glacier-là sur l'eau avec les nuages, un peu lenticulaire gris sur le côté.
Ben, c'est pas si laid. Non. Il fait pas beau. Mais en fait, c'est une ambiance mystique qui est quand même très cool. Ça donne une couleur quand même au voyage, tu sais. Ouais. Bon, si on se prend ça pendant 15 jours, OK, là. C'est autre chose, là. Mais ces contrastes-là sont pas désagréables. Non, vraiment pas. Tu sais, moi, j'ai trouvé justement que parmi les plus belles images que j'ai prises là-bas, c'était justement des journées plus grises. Ouais. Avec des nuages, avec la brume de mer qui rentrait ou qu'on pouvait voir au loin. Ça amène de la texture beaucoup. Ouais. Tu sais, Ce qui est cool là-dedans, je trouve, toujours les contrastes, tu sais. Donc, quand ça se lève, ouais. Oh! là, tu passes d'une visibilité serrée à super ouverte. Puis là, t'as comme toujours des effets de surprise qui est vraiment cool. Mais c'est sûr que ça fait partie du trip. Et donc, aussi, ça peut m'amener à dire, tu sais, il faut quand même s'adapter toujours à cette météo-là. Là. Ça dicte un peu l'orientation du voyage. Totalement. Puis, tu sais, en kayak de mer, c'est pas tant qu'il pleuve pas, ça va être... Mais là, on a des règles. tu sais. Ouais. C'est ça qui va être la ligne directrice de notre circuit qu'on va faire. Ben, ça va être... Quand je me lève le matin, c'est quoi les vents qui s'en viennent? Puis comment je peux travailler avec ça? Comment on peut adapter notre itinéraire qui est toujours adapté, qui change toujours. On va créer notre circuit avec cet élément-là. Ouais. Puis les vents, c'est pour la navigation, mais les vents, à un moment donné, ça a joué contre nous d'une certaine manière parce que les vents ont canalisé vers le camp où on était. Ouais. Puis ça a amené tout le pack de glace. Ouais. On était, je pense, dans la portion rando où on dépend un peu de notre transport de bateau pour sortir rentrer le stock. Là, c'est impossible. Ouais. Fait que là, on était parti en mission. On était chercher un point de vue en haut pour avoir une idée comment bouger le pack de glace. Moi, j'ai fait voler mon drone pour avoir des shots. Ouais. Puis là, on avait un mini réseau cellulaire. Il fallait envoyer à Houston. J'avais pu envoyer des photos du pack de glace à Houston. En tout cas, c'était quand là, c'est à Nunativac qu'on était là, c'est ça. comme campement. Là. Fait que, Ça, c'est rester pris à un endroit à cause d'un pack de glace. ouais, qui s'est déplacé, mais qui fait beau. Oui. Il faisait pas mauvais. Non. Mais c'est juste que les vents ont tout canalisé vers là. Exactement. Fait que ça avait tassé vraiment la glace sur le bord du campement. Puis c'était comme... Fait que ça nous a donné une grosse avant-midi, finalement, à chiller. Ouais. Il y en a qui sont allés faire du yoga sur la plage. Il y en a même qui sont allés se baigner. Ouais. Pour donner une idée. Eh boy. Du baigner avec le pack de glace, quand même cool. Une chance qu'on fournit des draps, quand même. Ouais. Mais je pense qu'il y en avait des juste en maillot. Ça se peut. On a des voyageurs qui ont l'air une heure des fois. C'est comme des types de Vim off. Ouais, c'est ça. C'était pas mon trip. Donc, OK, ça, c'est les conditions. Quoi d'autre qui pourrait altérer? Là, je pense aux ours. La présence des ours, tu sais. Est-ce qu'on capote? Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent? Je te dis ça parce que moi, en fait, mon expérience, on a vu les fameuses traces sur la plage de Caraïbes. Ouais. Puis ça nous a coûté, entre guillemets, une run de nuit avec, comment on appelle ça, un bear watch. Ouais, un bear watch. Ouais. Okay. À quel point ça... Ça, c'est un cas particulier, là, parce que, tu sais, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'on se retrouvait à 2 expéditions sur le campement, avec une expédition européenne, c'est nous autres nord-américaines. Et puis, les façons de gérer cette problématique-là, cette situation-là, n'étaient pas la même. Non. Okay? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre, dans le fond, les recommandations de IPGA, là, c'est l'International Polar Guide Association. Puis, dans le fond, pour les ours polaires, on va faire des bear watch. Si, dans les 24 dernières heures, on a vu un ours dans les parages... Donc, on le voit. Oui, ou qu'on a vu des traces fraîches. Et là, la trace qu'on avait vue, j'avais même la confirmation de Justus que ça datait déjà d'une semaine. Donc, un ours polaire, là, ça peut progresser là, d'un... Ah, vraiment. Tu sais, un 80 km par jour, ça ne fait pas peur. Il faut savoir que les populations locales sont vraiment au courant, là, à l'oreille. Là, tout à fait. À peu près des 24 heures, ils savent qu'est-ce qui se passe. Ce qui joue pour nous, dans les circuits qu'on offre au Groenland, c'est qu'on est dans une section de la côte est du Groenland où il y a quelques villages qui se retrouvent. Ouais. Okay? Fait qu'il y a Kumyut, il y a Sermiliak, il y a Tinitikila. Il y a une petite constellation de villages qui sont là. Ouais. Puis évidemment, entre les villages, ça s'appelle, s'il y a un ours qui a été vu près de tel coin, évidemment, pour les Groenlandais, ils vont vouloir aller récolter cet ours polaire-là aussi. Ils font aussi la chasse à l'ours polaire. Pour nous, ça amène de la protection, quelque part. Fait que, c'est comme, il y a cet aspect-là qui joue. Puis sinon, juste au niveau de la population des ours polaires, sur la côte est du Groenland, moi, j'ai fait des recherches là, dans la dernière année un peu plus poussées pour mieux connaître
les ours polaires de la région. Puis il y a vraiment 2 populations d'ours dans cette région-là. La grosse partie de la population des ours polaires, c'est vraiment plus au nord de Kurusu. Qui fait que nous, on se retrouve un peu dans une zone, on est vraiment à la fin de la population nord du Groenland. Puis tu as une population qui est plus au sud, puis les 2 populations se mélangent. Ouais, c'est vrai. Eux autres. Par des facteurs juste purement géographiques, là, et tout ça, là, c'est pas une population qui va se mélanger. Donc, nous, on est vraiment à la fin de la population nord, donc on est dans une zone moins fréquentée par les ours polaires. Ceci dit, en territoire arctique, la vigilance, tu sais, on doit toujours être vigilant. Toujours, tu sais, on sort de la tente, on regarde un peu alentour de nous, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc ça va toujours rester, ça va toujours être présent. Puis dans le fond, nos moyens de dissuasion qu'on a au Groenland, c'est les armes à feu. Fait que, évidemment, on a une arme à feu par expédition. Puis, c'est quoi, c'est des 12? Ouais, c'est des doubles avec la Ouais, c'est pas drôle de se pratiquer. Ouais, ça aussi, c'est drôle. Ça aussi, ça... Il faut garder la main. Là. Ouais, ça, c'est notre petit plaisir, je dirais, aussi, en guide, de jouer un peu au redneck avant que les voyageurs arrivent avec ça un peu, là, tu sais. C'est quand même une extension de la virilité, là, avec les armes à feu. Ouais, il y a un petit quelque chose. Ça fait que, ben, tu sais, au fait, ce qui est important, c'est que vous compreniez, c'est que on prend ça au sérieux, puis on se pratique, évidemment. Avant, on va nettoyer les armes, on va les spinker, on va valider que tout est correct. Non, c'est clair, puis on a le permis de port d'armes aussi. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Cool, ben merci, mec. Hey, merci à toi. On remet ça. Oh yeah. Bye. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. On se retrouve pour d'autres récits, d'autres détours, d'autres voix venues du terrain. À bientôt.